Alors, je vous propose qu'on ouvre notre réunion. Merci. Je crois que vous êtes assez nombreux comme participants. Maëva, on est combien là? On est 100, on est au maximum. On est 100, bravo. Bravo, merci à tous d'être là. Je vous espère d'abord tous en bonne santé par les temps difficiles que nous traversons. On est sur cette plateforme dont vous avez compris qu'elle n'est pas la plus ergonomique. Je sollicite d'abord votre indulgence si la technique n'est pas parfaite. On est ensemble pour 1h30. Nous vous avons proposé cette réunion parce que tous les musées en ce moment sont en phase de réouverture, soit sont déjà ouverts, soit sont en train de préparer leur reprise d'activité. Et il nous a semblé intéressant que pour nos membres d'échanger sur ces expériences en cours. Les situations sont bien différentes selon la position géographique, la taille, le public habituel, la configuration des établissements. C'est pourquoi nous avons prévu de faire témoigner en introduction des responsables d'établissements représentant cette diversité. Puis ce sera à vous de prendre la parole, soit pour apporter un témoignage, soit pour poser des questions entre collègues. L'esprit dans lequel nous organisons cette réunion virtuelle, c'est celle d'une mise en commun de bonnes pratiques dans un moment de crise où on n'a pas de recul, mais on a déjà parfois réussi à surmonter certaines difficultés. Une des raisons d'être de notre organisation ICOM, c'est de partager notre professionnalisme. Et pendant cette période, qui n'est malheureusement peut-être pas terminée, vous avez pu suivre sur le site et via notre lettre d'information les initiatives de vos collègues que nous avons relayées. Nous vous avons ouvert notre site pour y déposer vos informations. Nous vous avons également activement relayé sur les réseaux sociaux. J'espère que cela vous a été utile. Nous poursuivrons ces modes de communication durablement. Dès aujourd'hui, il y a aussi sur notre site d'ICOM France un espace forum pour que le dialogue entre professionnels de musée puisse se dérouler de façon encore plus fluide. Vous en aurez toutes les informations juste après notre réunion. Vous avez peut-être ces dernières semaines suivi aussi l'activité d'ICOM International, il faut le dire. Notre organisation a été très présente tout au long de cette crise et je crois très efficace. C'est important de le dire parce que parfois on est critique à l'égard de certaines visions internationales. Là, vous avez pu prendre connaissance de recommandations sur les collections, sur leur sécurité, en lien avec l'UNESCO, avec Interpol, car des pillages avaient lieu. Plusieurs comités internationaux ont proposé des analyses, des recommandations que d'ailleurs le ministère a diffusées. Certains ont ouvert des espaces de dialogue. Une enquête auprès des 44 000 membres de l'ICOM dans 135 pays, je rappelle, cela a été diligentée. Nous devrions avoir ces résultats dans les jours, peut-être dans les heures qui viennent. J'ai demandé à ce qu'on ait des extractions de la situation française. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas nous-mêmes fait notre propre enquête. Ces résultats nous apporteront un reflet de l'état des musées en France, mais surtout dans le monde. Et vous le savez, dans certains pays, c'est 30% des musées qui risquent de ne pas rouvrir du fait de la perte de recettes accumulées. C'est le rôle de notre ONG de sensibiliser à ces situations. Nous avons eu aussi pendant cette période des contacts étroits avec nos homologues étrangers, notamment européens. Je cite nos collègues belges qui ont déjà réouvert leur musée après avoir adressé à leur première ministre pour la sensibiliser au rôle des musées dans la reconstruction sociale et économique du pays, une lettre ouverte que nous avons relayée, vous l'avez peut-être vue. On a eu des contacts étroits aussi avec nos collègues britanniques qui ont souhaité connaître les préconisations des différents gouvernements européens. C'était important pour nous de le relayer. Cette activité internationale a vraiment pris la forme de la solidarité et c'est le rôle de notre organisation. Nous avons, je crois, perçu à quel point être membre d'un réseau mondial est un atout dans de telles circonstances. Ce que cela apporte de possibilités d'entraide entre membres de par le monde joue un rôle clé pour surmonter les difficultés et je pense pour envisager l'avenir, ce sera précieux. Souvenons-nous d'ailleurs que l'organisation a été créée juste après la guerre dans l'esprit de renforcer les liens des musées entre eux et leur place dans la reconstruction. Nous sommes héritiers de cette histoire. Reconstruire, d'ailleurs, sera, je vous l'annonce, le thème de notre assemblée générale le 25 septembre prochain à Strasbourg. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots d'introduction pour laisser le temps à tous de rejoindre Webex. Encore une fois, je remercie les participants, je remercie le ministère de la Culture d'y être présent et je salue d'ailleurs la qualité de nos échanges pendant ces dernières semaines. Nous avons bien sûr mis en ligne toutes les informations venant du ministère de la Culture.
Concrètement, notre réunion va se dérouler de la façon suivante. 6 intervenants ont été pressentis pour introduire le débat, représentatifs de petits et grands musées, de différentes régions, de différents domaines d'activité. J'ai aussi reçu des communication par email. J'en ferai état si la discussion s'y prête. Je remercie de cette façon de leur contribution Sylvain Amic de Rouen, Philippe Guillet de Nantes, je ne sais pas s'ils sont là, Laurence Lamy du musée Bernard d'Agessi de l'agglomération de Niort et Oran Proisy du ministère qui attire notre attention sur les sites Covid du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et l'enquête Nemo à laquelle bien sûr nous avons accordé notre soutien. Pour démarrer, chacun de nos intervenants parlera environ 5 minutes, donc ça prendra la première demi-heure de notre heure et demie ensemble, puis la parole sera à vous les participants. Pour prendre la parole, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous devez demander soit par chat, soit par main levée, et n'oubliez pas de couper votre micro quand vous ne l'utilisez pas. Je passerai la parole aux intervenants pressentis dans l'ordre suivant. D'abord à Émilie Girard du MUSEM à Marseille, puis à Catherine Grenier de la Fondation Giacometti, puis à Marie Lavandier du Louvre à Lens, puis à Marie Grasse du Musée national du sport à Nice, puis à Cyril Chiama de Giverny, puis à Jérôme Farigoul du service des musées de France. Émilie, la parole est à toi. Je coupe mon micro. Merci Juliette et bonjour à tous. Je voulais commencer vraiment, c'est un peu dans cet esprit qu'on a avec l'équipe d'Ecom France conçu cette session. C'est vraiment pas de faire des interventions longues et ex cathedra, mais au contraire, j'allais dire d'exposer nos cas particuliers avec les problématiques et les grands axes que nous avons décidé de mettre en place de manière à pouvoir, j'allais dire, poser un peu le décor et permettre de faciliter le dialogue. C'est vraiment la seconde partie de notre discussion qui est, je dirais, très, très importante. Donc, je vais commencer par vous dire très rapidement quelques mots de la situation du MUSEM. Nous avons rédigé un PRA, un plan de reprise d'activité qui a été validé par nos instances, par le CT et le CHSCT le 4 mai dernier. Donc, nous l'avons fait assez rapidement. Et ce PRA qui a été communiqué à l'ensemble du personnel est composé de 2 volets qui sont organisés bien évidemment en parallèle. Un volet reprise d'activité, reprise du personnel et un volet réouverture au public. Le volet reprise du personnel, il est assez important dans la mesure où depuis le début du confinement et encore très largement aujourd'hui, j'y reviendrai, 95% des effectifs étaient en télétravail. Donc, on va progressivement faire réinvestir les lieux. Quand je dis progressivement, composé de 5 phases différentes. Une phase de reprise, une phase de préparation à la reprise, une phase de reprise progressive, une phase de préparation à la réouverture, une phase réouverture et fonctionnement dégradé et une phase ultime, assez lointaine, je l'avoue, de retour au fonctionnement normal. On est avec des dates que je ne vous donne pas, qui sont pour l'instant extrêmement indicatives et susceptibles d'évoluer pour chaque phase, dans la mesure où on va évidemment prendre en considération le contexte et les indications qui nous sont données par nos autorités de tutelle. Je vais rapidement dire quelques mots du volet reprise du personnel, qui est effectivement assez important, qui comprend des indications relatives à la sécurité, au bâtiment, bien évidemment, qui définit les personnels prioritaires sur site en fonction des différentes phases. Et ça, c'est un travail important et qu'on continue à faire, puisque sur cette première phase de reprise, donc qui court pour nous depuis lundi et jusqu'à début juin, on est seulement 14 à revenir à l'instant T sur site, sur une équipe d'un peu plus de 125 personnes. Vous voyez, on est resté très, très modeste sur cette première phase-là. Ce qui implique évidemment d'avoir un planning de présence des uns et des autres. Donc, on a une cellule de crise qui a été ainsi baptisée pendant la phase de confinement, qui contrôle tout ça, qui nous envoie des tableaux à remplir. Je suis très précise et très factuelle parce que voilà, je trouve que c'est ces outils-là qui sont intéressants aujourd'hui à échanger. Et donc voilà, on est très, très organisé et c'est pas qui veut vient, c'est vraiment assez calé. Et bien sûr, il y a tout le volet équipement, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur site, moi j'ai recommencé hier, on nous distribue masques, gel, tous les équipements de protection nécessaires.
ce volet reprise du personnel, il prend en compte également tout ce qui est question de circulation, des choses aussi bêtes que est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur, à combien on peut prendre l'ascenseur, à combien on peut être dans le hall d'accès en même temps, le nombre de personnes par bureau utilisé, l'interdiction de la tenue des réunions, les règles quant à l'accueil des prestataires, qui sont beaucoup plus contraignantes puisqu'on est censé prévenir 72 heures à l'avance pour les prestataires extérieurs. La suspension des stages aussi, qui est également un point important. Je vous dis tout ça un peu en vrac pour aller vite, mais se pose la question des missions. Quand est-ce qu'on pourra repartir? Quand est-ce qu'on pourra à nouveau faire des déplacements? Et je vais finir sur ce volet personnel par un petit point qui me semblait intéressant, qui a été une idée d'un de nos membres de la cellule de crise, qui a été de faire des tutos vidéo qu'on a placés sur l'intranet et qui permettent de montrer au personnel, avant qu'ils reviennent, comment on fait. C'est-à-dire comment on fait la queue dans le hall d'accueil, où est à disposition le gel, comment les bureaux ont été équipés, si on ne prend pas l'ascenseur, comment on circule. Donc, de manière à dédramatiser un petit peu la situation. Et pour l'avoir expérimenté, j'ai trouvé que c'était très efficace. Je passe rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, sur le volet réouverture au public, pour vous dire qu'on ne l'envisage pas avant 2 juin, en tout état de cause. On attend bien évidemment les consignes de notre tutelle, mais on prépare cette réouverture assez intensément avec la mise en place d'équipements. Je pense qu'on a tous à réfléchir à ce genre de choses, de positionnement de plexiglas sur les caisses, de mise à disposition de gel hydroalcoolique. La question de la gestion des flux se pose bien évidemment également, avec la mise en place de jauges. Nous, on a essayé de calibrer cela, la mise en place de sens de circulation, de marquage au sol pour les distanciations physiques, justement au moment de la billetterie. Et donc voilà un petit peu pour l'organisation interne. Et rentre également en compte la gestion des concessions, ce qui nous concerne la librairie et les restaurants, qui là aussi doivent rentrer dans cette phase de préparation et de phasage, comment on rouvre, quand on rouvre ces concessions. Je finirai sur un mot pour vous dire que comme il y a eu une sorte de com interne avec ce tuto vidéo qui fonctionne plutôt pas mal, on travaille en parallèle à la mise en place d'un plan de communication externe pour accompagner cette réouverture avec plusieurs phases. On va bientôt réouvrir et puis quand on sera capable de le dire, nous réouvrons à tel moment avec un affichage, avec des cartes com. Donc voilà, donc très rapidement, je sais que j'ai été très rapide, mais je veux laisser la place aux autres intervenants. Voilà un petit peu les lignes sur lesquelles on a travaillé depuis quelques semaines. Merci Émilie, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend là? Bon. Merci Émilie, très précieux ce témoignage véritablement du plan en train de se mettre en place avec beaucoup de dimensions qu'il faut examiner les unes à la suite des autres. Je vais passer maintenant la parole à Catherine Grenier qui est parmi nous, je l'ai vu tout à l'heure, qui donc dirige la fondation Giacometti, qui a eu la possibilité de rouvrir ses portes, je crois, dès le début de cette semaine. Et je crois, Catherine, que vous allez nous apporter un témoignage intéressant, notamment comment vous avez surmonté les inquiétudes qu'il y avait par rapport au public qui allait ou non être présent. Catherine, à vous la parole. Alors, nous réouvrons demain, en fait. Nous avons réouvert nos bureaux lundi et nous réouvrons l'Institut Giacometti demain. Nous avons préparé notre réouverture depuis le début du confinement, donc on n'a pas été pris de court. Par ailleurs, dès qu'on a entendu le mot petit musée, on s'est senti concerné. On ne sait pas si on est un musée, mais petit, on l'est, ça c'est clair. On a mis en place les éléments qui permettaient cette réouverture. Alors pourquoi d'abord on voulait réouvrir? Parce que ça nous est apparu à toute l'équipe extrêmement important de redémarrer en même temps que la société redémarrait. C'est un peu la façon dont nous concevons notre rôle social et c'était possible pour nous. C'était possible pour nous, pourquoi? Parce que nous avons déjà l'habitude d'avoir un système de réservation en ligne. C'était le cas, nous avions un double système de billetterie en ligne et sur place.
Nous avons déjà l'habitude de limiter la jauge, puisque c'est le principe même de l'Institut Giacometti. Pour ceux qui n'y sont pas déjà venus, c'est un petit lieu dans lequel la jauge est limitée pour proposer au public une façon de voir les œuvres différentes, une expérience artistique différente, sans effet de saturation, dans une visite qui est très fluide et avec une grande intimité avec les œuvres. Et donc, nous avons, pour favoriser cette fluidité, des médiateurs qui aident les visiteurs et les guident dans leur visite et donc accompagnent leur visite. Donc, tout ça étaient des éléments qui, au fond, nous permettaient de voir sereinement la réouverture de l'Institut avec une jauge rabaissée, bien sûr, limitée, avec une inscription qui se faisait donc désormais uniquement en ligne, même pour les billets gratuits, et avec les médiateurs qui vont disperser les publics dans les différentes salles de l'Institut Giacometti. Donc, les mesures de sécurité que nous avons prises, bah, c'est comme vous tous, c'est du simple bon sens. Donc, on les a mis en place assez rapidement. On a regardé ce que faisaient nos collègues chinois, on a regardé ce que faisaient nos collègues allemands. Et puis après, sont arrivées des directives du haut Conseil de santé et puis ensuite du ministère de la Culture qui ont fait que confirmer ce que nous avions déjà listé. Donc, je ne vous en fais pas la liste, hein, vous l'avez, le service des musées francs l'a fait très bien, très détaillé. Donc, je pense qu'on a le vadémécum. On a juste regardé, nous, s'il fallait qu'on ajuste quelques éléments ou pas. Ensuite, il y avait la question des publics. La question des publics, au fond, était une question, en effet. Beaucoup de gens nous ont dit, mais pourquoi vous me réouvrez alors qu'au fond, il y aura peut-être personne. Ça n'a pas d'importance. Ou du moins, nous considérons que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est se remettre à la disposition du public. Après, le public vient quand il se sent suffisamment en sécurité dans un musée et qu'il a l'envie, il a le désir d'aller voir des œuvres physiques plutôt que des images sur Internet. Nous avons fait beaucoup de programmations pendant le confinement qui étaient des programmations en ligne, sur Instagram, etc. Et nous en étions heureux, ça nous a gagné tout un public nouveau. Nous allons continuer à alimenter ces programmes, mais en même temps, nous étions frustrés, et une grande partie sans doute de notre public aussi, de ne pas avoir le contact direct ni avec les personnes ni avec les œuvres. Donc, nous pensons qu'il est très, très important de remettre à disposition les œuvres au public très rapidement. C'est notre mission en tant que fondation travaillant sur la mémoire de Giacometti. Donc, nous avons eu la bonne surprise d'ouvrir la billetterie lundi. Nous avons fait des groupes de 10 personnes toutes les 20 minutes. Et nous avons limité cela à jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours d'ouverture. Et nous nous sommes rendus compte que les 2 premiers jours étaient pratiquement immédiatement pleins. Et qu'il y a déjà beaucoup de réservations pour les jours suivants. Donc, c'est extrêmement encourageant. Nous avons fait la gratuité pour les jeunes, parce que c'est important. Les jeunes ont souffert du confinement, d'abord parce que souvent, ils habitent dans des petits espaces, souvent partagés, et puis qu'ils ont des difficultés économiques. Et donc, nous avons élargi notre gratuité, que nous avions déjà pour les catégories que vous avez aussi tous, hein, normal, élargi la gratuité aux moins de 18 ans et aux étudiants. Et on s'aperçoit dans les gens qui réservent en ligne, parce que ça a un avantage, la réservation en ligne, c'est qu'on sait qui réserve. Nous avons un fort pourcentage d'étudiants qui ont réservé leur place. Alors, économiquement, est-ce que c'est rentable? Pas du tout. Ça coûte beaucoup plus cher d'ouvrir que d'être fermé. Avec le système de précaution que nous avons mis en place. Mais voilà, ça fait partie de notre mission. De toute façon, comme pour la plupart d'entre vous, le coût du billet pour le visiteur n'est pas le coût réel, hein, il est bien inférieur au coût réel. Donc là, le différentiel est un peu plus grand encore, mais néanmoins, je pense que ça vaut le coup. Autre question qui se posait à nous,
après la réouverture. Alors, avant la réouverture, il faut un certain nombre d'autorisations, hein, bien sûr. Je pense que les uns et les autres, vous êtes conscients de ces autorisations. Il faut faire une demande auprès de la préfecture, avoir l'accord de la DRAC pour se situer dans les petits musées. Pour ceux qui voudraient réouvrir dans la catégorie petits musées, il faut bien être homologué comme relevant de cette catégorie. Et puis ensuite, l'accord du maire. Donc nous avons eu ces différents accords et tout le monde nous a beaucoup aidés de façon très collaborative. Ça a été que ce soit le service des musées de France, la DRAC, la préfecture qui a envoyé quelqu'un sur place pour vérifier que les conditions d'accueil étaient bien satisfaisantes. La mairie, absolument tout le monde a répondu dans des temps qui étaient quand même assez courts. Donc ça c'est un élément, c'est un peu long hein, comme parcours administratif, mais néanmoins, je pense qu'il va se roder de plus en plus c'est autant pour certains d'entre nos interlocuteurs un accompagnement qu'un contrôle. Ensuite, se poser une autre question. Nous avons prolongé l'exposition que nous avions avant de fermer, qui s'appelle À la recherche des œuvres disparues, qui avait pour spécificité de présenter des œuvres qui n'existent pas, c'est-à-dire de montrer une enquête sur les œuvres de Giacometti qui, dans la période 1920-1930, dont principalement sa période surréaliste, ont été soit détruites, soit perdues. Donc avec plusieurs dispositifs, reconstitution, œuvres approchantes, etc., qui permettent de réintégrer dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la carrière de Giacometti ces œuvres qui ont souvent été oubliées et des amateurs, voire même des historiens de l'art, parce que pas documentées ou peu documentées. Et donc c'est une exposition qui a eu, curieusement, nous ne le pensions pas, un grand succès public, du grand public, et qui s'est fermée au bout de 3 semaines. Donc nous sommes très heureux de la réouvrir et nous l'avons prolongée jusqu'au 21 juin. Pourquoi jusqu'au 21 juin et pas au-delà de l'été? Parce que nous avons pesé ce qu'il valait mieux, réouvrir une exposition, notre exposition d'été tout de suite, en sachant que nous aurions un public limité et que nous n'aurions pas du tout de public de tourisme, ou prolonger l'exposition. Nous avons décidé de ouvrir notre exposition d'été, c'est-à-dire de repartir en marchant. Repartir en marchant, pas se dire qu'on est hibernatus, c'est-à-dire qu'on va rester congelé pendant longtemps. Nous, on a, pour spécificiser là encore, parce qu'on est un très petit lieu, d'avoir des expositions qui s'enchaînent les unes aux autres, d'avoir une rapidité. C'est peut-être ce qui compense notre petite taille. Et donc, nous avons voulu garder ce dynamisme et nous ouvrirons donc une exposition au début du mois de juillet. Nous ne savons pas encore les dates parce que ça dépend de la réouverture des frontières internationales puisque nous avons des œuvres qui doivent venir de l'étranger. Cette exposition, nous la garderons par contre un peu plus longtemps pour qu'elle puisse à la rentrée être ouverte soit au groupe scolaire s'il y a un nouveau groupe scolaire à la rentrée, soit de toute façon au public qui fera sa rentrée. Nous serons là de ce fait pendant l'été, pendant les vacances, là encore pour un public dont nous ne savons pas ce qu'il sera, mais il semble bien qu'il n'y aura pas l'exode parisien qu'il y a ordinairement durant les vacances. Par contre, pas de touristes. Il y aura des centres aérés, il y aura des gens qui n'auront pas de vacances et donc nous restons ouverts pendant tous les mois d'été. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions si vous voulez des éléments plus tangibles, plus pratiques sur ce que nous avons mis en œuvre physiquement comme mesure de précaution. Peut-être juste une chose, on a mis en place une charte des visiteurs que les gens trouvent quand ils s'inscrivent en ligne et qui demande aux visiteurs de venir avec un masque et puis de respecter un certain nombre de règles, de s'engager à respecter un certain nombre de règles. Je fais mal les choses, mais vous m'entendez là? Oui.
Merci, chère Catherine Grenier, de votre présentation qui était vraiment intéressante, une expérience, je crois, vraiment très intéressante. Tout le monde est en train de le dire, je vois des bulles qui s'affichent sur mon écran. Je vais passer maintenant la parole à Marie Lavandier du Louvre à Lens. Marie, je crois que vous avez aussi un témoignage très important à nous apporter. À vous la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, le musée du Louvre-Lens, c'est un grand musée par la fréquentation. Enfin, ça commence puisqu'on reçoit 500 000 visiteurs par an à peu près. Et en même temps, c'est un musée qui a pour particularité, d'une part, son histoire que vous connaissez et son engagement social au profit d'un territoire qui a été très, très marqué par la fermeture des mines dans les années 1980. Et qui continue à remporter la palme pour ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs corrélés à la pauvreté, dont malheureusement également des indicateurs de santé qui sont sur le territoire très très mauvais, et donc un engagement social du Louvre-Lens qui porte ses fruits avec une fréquentation qui est à plus de 70% issue de la région, 20% de l'agglomération. Donc, ce qui signifie que 50% de notre public vient du reste de la région, s'apparente un petit peu à un tourisme régional. Dans ce contexte-là, la question de la distinction des petits et des grands musées, avec la petite phrase qui indiquait les musées qui occasionnent des déplacements de populations assez lointains, nous a plongé évidemment à la fois dans la perplexité, puis aussi un petit peu, j'avoue, dans la frustration, voire dans la colère, puisqu'effectivement, au Louvre-Lens, la stratégie, c'est de privilégier vraiment le local et d'appuyer finalement notre stratégie de développement touristique et de rayonnement international sur ce côté justement très ancré, très local, sur cette personnalité particulière du Louvre-Lens et de son projet. Je pense que ce qui est important, Catherine l'a dit, c'est d'abord de se demander pourquoi on rouvre. Moi, je ne vais pas vous faire de grands exposés, vous avez compris pourquoi je rouvre. Ici, on travaille avec un public très fragilisé, un public qui a voulu ce musée. Il y a eu une pétition de 8000 personnes qui a décidé les politiques à installer cette antenne, entre guillemets, du Louvre ici sur ce territoire. Des gens qui n'avaient plus rien et qui disaient, qui envoyaient à la face du monde un message d'espoir, d'envie de musée, d'envie d'art, un espoir de foi dans ce que l'art, les musées, la culture, ça pouvait changer leur vie, alors que, croyez-moi, à l'époque, tout le monde pensait qu'ils auraient préféré qu'on signe un gros chèque pour une usine que pour un musée. Donc, c'est pour ce public-là, évidemment, qu'en priorité, je pense totalement essentiel qu'on rouvre. Et ce pourquoi doit, je crois, nous habiter dans une période qui n'est pas facile. On le subit tous. Donc, on va parler de choses un petit peu concrètes, mais ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que on ne sait pas, il a fallu apprendre depuis quelques semaines à travailler en ne sachant rien. Et il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui on est en train de formuler des plans qui sont extrêmement compliqués, extrêmement complexes et qu'on nourrit évidemment le plus sérieusement et précisément possible, avec des possibilités à tout moment de compléments de réglementation, de modification, d'inflexion, de changement de zone, etc., etc. Et si on est fort sur le sens, je crois qu'on arrivera à mener ce qu'on est tous en train de faire, et moi je trouve ça magnifique, cette politique des petits pas, mais cette politique assurément tournée vers une réouverture des musées. Donc vous l'avez compris, effectivement, au Louvre-Lens, oui, on propose aux autorités et on travaille pour une réouverture au début du mois de juin, le 3, pour la Galerie du Temps, et le 10 pour l'exposition Soleil Noir, dont on a dû interrompre le montage peu avant de pouvoir l'ouvrir, donc à cause du confinement. Alors on propose ce plan, on reviendra sans doute sur le processus, mais on le connaît tous. Je dois dire que la Direction régionale des affaires culturelles a été formidable, extrêmement engagée, en indiquant qu'à son sens, sur l'ensemble du territoire régional, aucun musée n'était susceptible d'être empêché aujourd'hui de réouvrir, et en militant même pour la réouverture de certains parcs, alors que vous le savez, notre région reste pour l'instant en zone rouge. Alors, évidemment, on échelonne ces projets de réouverture. Le parc, si on y arrive, en premier. L'accueil des scolaires, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant. On a été contacté très vite par le rectorat pour organiser les fameux demi-groupes
de scolaires non en présence dans les classes qui seraient amenés à avoir des activités culturelles, civiques ou sportives. Donc, on a travaillé un plan avec le rectorat pour accueillir donc ces écoliers. Avant même l'autorisation de réouverture au public, malheureusement, pour l'instant, sur le territoire, les maires ont choisi de ne pas rouvrir les écoles. Mais dès que ce sera possible, c'est quelque chose qui va être mis en place en accord avec les autorités. Ensuite, je vous disais, réouverture du musée, réouverture des expositions. Les deuxièmes séries de questions, ça a été la programmation. Donc avec, je dois vous le dire, pour le musée du Louvre-Lens, une vraie question économique. C'est-à-dire que le musée du Louvre-Lens, en gros, sur un budget d'action de 3 millions d'euros, trouve 2,5 millions à peu près de recettes, ressources propres, mécénat, privatisation. Je ne vous fais pas de dessin, ces recettes ne sont évidemment pas au rendez-vous pour le moment. Et donc l'exposition Les Louvres de Pablo Picasso a dû être ajournée au profit de la prolongation de cette exposition Soleil Noir que nous n'avions pas pu ouvrir. Autre point de programmation très important pour nous, Parc en Fête, avec des activités tous les étés dans ce parc destinées principalement à nos voisins qui ne partent pas en vacances, des activités largement fondées sur une pratique physique, une pratique corporelle, une pratique parfois sportive, mais qui pour autant reste une pratique culturelle. Évidemment, cette année, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On s'est rabattu sur une programmation qui va s'appuyer sur des installations artistiques. Je pense que les artistes ont beaucoup besoin de soutien. Puis les gens, malheureusement, cet été, ils ne pourront pas venir faire de sport en groupe dans notre parc. Donc, on a modifié un petit peu ce point de programmation. Ce que je voudrais vous dire aussi, peut-être plutôt que de rentrer dans des détails sur lesquels je suppose qu'il y aura beaucoup de questions, c'est deux choses. D'abord, je crois que ce qui s'est passé pendant le confinement doit nourrir notre plan de déconfinement et doit nourrir notre plan de réouverture. Catherine parlait de toutes ces manières extraordinaires de créer du lien avec notre public pendant le confinement. On a tous inventé des choses, des blogs, des médiations à distance, des visites à distance avec les patients hospitalisés, etc. Le Louvre-Lens, évidemment, n'y a pas dérogé. Je dirais que la période, elle a été placée sous le signe de deux choses qui m'ont paru très importantes. D'abord, le soin aussi des gens, bien sûr, le soin de nos équipes, le soin de nos musées, des bâtiments, le soin de nos collections. C'est quelque chose qui va continuer à nous habiter pendant la période qui vient. Ce n'est pas qu'on l'avait oublié, mais ça revient au premier plan et on le revendique. Et puis, le deuxième aspect, c'est évidemment cette question du lien qu'on a cherché à soigner. Donc, le lien et le soin. Et puis, je vous le disais, cette modestie, les petits pas, le sens de l'action aussi, parce qu'on s'est tous retrouvés avec des bouts de ficelle, plus les moyens qu'on a d'habitude, pas forcément les mêmes équipes, etc., à poser des gestes. Donc, ce sens ce goût de l'action, parfois en faisant fi de procédures, de validation, de discussions, qui nous font souvent finalement, qui nous prennent en tout cas vraiment beaucoup de temps. Les caractères aussi si importants en ce moment que sont la souplesse, capacité de s'adapter, et puis cette question, alors ça fait tarte à la crème, mais je trouve que dans la période ça a vraiment du sens, cette question évidemment de la résilience. Peut-être sur les quelques principes de réouverture, encore une fois, je ne vais pas tout vous détailler, il y a une chose qui m'obsède moi, c'est comment aujourd'hui on garde notre humanité, notre accueillance. En tout cas, c'est des choses, notre accessibilité, ces choses au Louvre-Lens qui sont essentielles dans notre projet scientifique et culturel, en les combinant avec les contraintes du respect des gestes de santé, de la distanciation sociale. Et ça a été quelque chose qui a guidé notre plan. Donc, moi, je ne veux pas de parcours à la queue leu avec des barrières de style policier. Je ne veux pas d'inégalité sur les moyens de réservation ou les moyens de paiement. Seulement par carte bleue, seulement sur réservation, interdit à ceux qui n'ont pas de masque, etc. Donc, on est en train d'en assumer les conséquences, notamment avec la mise en place d'une gratuité, au moins pour le départ, et incitation à participation dans des urnes qui seront dans le hall, avec un dispositif fondé sur la pédagogie plus que l'interdiction. Par exemple, effectivement, ça rejoint un petit peu la charte du visiteur, des petites manips dans le hall du musée qui permettront d'expérimenter la distance de sécurité. Voilà, on va faire de ces questions de dogmes sanitaires et de gestes sanitaires un objet de médiation en soi pour les rendre un petit peu moins intimidants. Voilà en
en quelques mots ce que je peux vous dire à ce stade. On va déposer ce plan donc auprès des autorités lundi. D'ailleurs, on admire que les choses ne nous sont pas facilitées avec un dépôt de dossier papier en 2 exemplaires avec des signatures autographes. J'espère que ce n'est pas pareil dans toutes les régions ni dans tous les arrondissements, parce que franchement, c'est un peu ahurissant. A contrario, la solidarité extraordinaire dont témoigne d'ailleurs cette réunion, mais des musées pendant la période, avec pour nous une demande de prolongation de l'exposition Soleil Noir de 6 mois. Là où vous le savez, parfois pour prolonger de 6 jours ou de 6 semaines, il faut se rouler par terre. On a reçu des messages immédiats d'engagement des musées, de soutien, des réponses d'une amitié qui, franchement, je trouve, fait extrêmement chaud au cœur. Je crois qu'on est tous conscients qu'on est là maintenant dans le même bateau, qu'on a les mêmes enjeux, la même passion. Et je crois que s'ouvre devant nous une période où on va limiter un petit peu des effets malgré tout qui pouvaient s'apparenter à de la concurrence pour un effet de solidarité qui va permettre de garder au musée toute sa place dans le monde qui vient et qu'on va contribuer à construire. Un grand merci, Marie Lavandier, de ce témoignage qui est vraiment, vous dites énormément de choses qui sont le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. D'abord, ce mot de solidarité, je crois que je l'ai dit dans mon introduction, mais c'est un mot qui va revenir vraiment constamment, je pense, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ensuite, vous avez dit qu'il fallait se souvenir de ce qui s'est passé, et je pense que tout le monde est assez d'accord sur le fait que l'après ne sera pas l'avant, et qu'il va falloir savoir penser ce qui nous est arrivé pour reconstruire un musée qui sera justement riche de cette expérience et de ces solidarités. Ce sera d'ailleurs le musée d'après, normalement le thème de notre prochaine conférence vidéo qu'on espère plus ergonomique la prochaine fois. Et je pense que le nombre de personnes qui participent à cette réunion, on a été obligé de refuser énormément de gens parce qu'il y en a 100 maximum, et j'ai des mails dans tous les sens de gens qui regrettent de ne pas pouvoir être là. J'en suis navrée pour eux, mais on parlera dans 15 jours, 3 semaines maximum, du musée d'après. Préparez-vous à cette discussion, c'est intéressant. Puis vous avez dit une autre chose, mais on y reviendra peut-être à un autre moment dans la discussion, c'est l'importance des collections. C'est vrai que pendant ces derniers mois, ces dernières années, souvent on a entendu s'opposer collection et public, etc. Et on voit bien que la question des collections a surgi au cœur et que c'est la valorisation des collections qui, même sur les réseaux Internet, sur les réseaux sociaux, a été le cœur de l'activité des musées pendant qu'ils étaient fermés. Je passe maintenant la parole non pas à Marie-Grâce, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi, elle fait partie des personnes au-delà de 100 qu'on attendait pour intervenir et qui n'a pas réussi à rejoindre notre réunion, c'est assez navrant. Du coup, je passe directement la parole à Cyril Chiama. Cyril, merci en tout cas d'être parmi nous, d'avoir accepté d'apporter un témoignage, parce que vous avez un établissement qui est bien singulier, qui est à la fois un jardin et à la fois un musée, avec les particularités des deux, et vous êtes en train de mettre en place une possibilité de réouverture. On est impatient de vous écouter. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Voilà, donc au musée de Giverny, on est sur une problématique qui est un peu particulière. On est à la fois sur un musée qui accueille environ 200 000 visiteurs par an, et puis un site touristique qui bénéficie évidemment de la proximité de la maison Claude Monet. Celle-ci attire environ 700 000 visiteurs par an. Donc, vous voyez que c'est un double effet. À la fois, on a un public qui est très international, et puis on a un public très local. On a regardé un petit peu nos statistiques. Alors, c'est vrai que on est en train de subir de plein fouet cette crise, puisque le musée, lui, il est ouvert du mois de mars au mois de novembre. Il ferme 5 mois de l'année, et tout l'hiver, on prépare à la réouverture. Donc, les recettes sont évidemment en train de chuter de manière considérable. Je ne fais pas un tableau, vous connaissez très bien ça. Mais nous, on est obligé de se réinventer et d'agir dans l'urgence. Alors, le musée, c'est voilà, de 200 000 visiteurs par an environ. Et on avait organisé une exposition qui s'appelait Plein Air de Goro à Monet, qui était commencée le 27 mars et qui a été stoppée net dans son envol. On a pu acheminer une trentaine d'œuvres sur les 120.
Et plutôt que de faire une exposition avec le début et la fin de l'exposition, on a décidé d'abord de se dire qu'on va essayer de décaler l'exposition avec une ouverture fin avril, et puis les mauvaises nouvelles arrivant d'Italie, d'Angleterre, des États-Unis, on a décidé de couper carrément l'exposition et d'arrêter l'exposition, ce qui est vraiment un vrai crève-cœur. Donc ça, c'est une décision difficile, à la fois pour toutes les équipes, parce que c'est des projets qui sont menés depuis longtemps, et puis financière, puisque c'est une perte sèche gigantesque. Et en même temps, on s'est dit comment on fait vivre le travail de cette scientifique. Donc on a fait comme vous tous, des, des manifestations sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Mais on a aussi décidé de mettre de manière virtuelle l'exposition. Alors cette semaine a été, par exemple, mis en ligne sur YouTube des audio guides, tout à fait normale et gratuite. Et puis ce week-end sera mis en place par Google Arts and Culture l'exposition virtuelle. Alors j'ai déjà pas mal de remarques sur pourquoi Google. Moi, je n'ai pas d'action dans Google. C'est simplement que le musée était déjà en partenariat avec eux depuis à peu près 6 ans et que toutes les expositions étaient déjà mises de manière virtuelle euh, à disposition du public. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas continuer. En revanche, on avait aussi la volonté de mettre un nouveau site internet en route. Donc, ça tombe bien. Il va être mis en place fin mai. Et mettre nos collections en ligne, mettre notre bibliothèque en ligne, de faire de ce lieu un vrai musée et pas qu'un centre d'art avec des expositions. Généralement, il y a 2 expositions par an. Là, on met vraiment ce musée comme un centre sur l'impressionnisme, sur le post-impressionnisme, sur l'art contemporain en relation avec l'impressionnisme. Et du coup, plein air vit autrement aussi avec le catalogue publié chez Gallimard. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose aux visiteurs? On a beaucoup de remarques des journalistes. Giverny, c'est vraiment un site qui fait un peu rêver les gens. On a les journalistes qui nous tombent un peu dessus, on a le public qui s'impatiente. On ne peut pas malheureusement ouvrir tout de suite. On attend l'autorisation préfectorale. On pense, nous, qu'on va pouvoir ouvrir la Maison Monnaie va certainement ouvrir courant juin, peut-être vers le 15 ou 20 juin. Et pour éviter un effet de bouchon, d'embouteillage, de public dans cette petite rue Claude Monet, ce petit village qui, je rappelle, a 490 habitants, on va essayer d'ouvrir le musée des impressionnismes le 1er juillet. En gros, essayer de rôder l'accueil du public dans le village et accueillir le public au musée. Alors cet été, on va présenter nos collections. J'en ai parlé déjà avec Juliette et beaucoup d'autres collègues. C'est vrai qu'au musée des impressionnistes, il y a environ 220 œuvres. Elles sont assez peu médiatisées pour l'instant. Et on a des très belles choses. Et donc, j'ai proposé de présenter ça. Ça correspond à la fois à quelques chefs-d'œuvre de Caillebotte ou de Bonnard ou de Signac, mais aussi à la publication de notre guide des collections. C'était déjà dans les tuyaux. Donc, on le fait de manière assez efficace cet été avec un accrochage inédit. Et puis, on décide pour tous les publics de faire un tarif voilà, absolument réduit, vraiment symbolique. Évidemment, ça nous coûte plus cher de rouvrir que de rester fermé. Le musée de Giverny, c'est environ 60 personnes. On ne va pas laisser ces personnes sur le bord du chemin. Il faut absolument qu'on remette tous au travail. Mais on ne va pas faire de recettes avec cette ouverture-là. Simplement en termes de réouverture, vous parliez, Catherine, tout à l'heure, voilà, d'accueil, de mission, presque de service public. Et c'est un peu la même démarche là. On relancera la machine doucement et puis elle va repartir, on espère, avec plus de régime au mois de septembre. On a décalé l'exposition qui devait ouvrir cet été, on la décale au mois de septembre. Ce sera des œuvres de la Terra Foundation, ça s'appelle l'Atelier de la Nature, et donc des œuvres qui viennent de Chicago, mais aussi d'Orsay et de la BNF. Alors, un petit mot quand même sur l'état de nos collègues. Je trouve que ce que je trouve formidable, c'est vrai, c'est cette solidarité qui s'est mise en place. C'est beaucoup plus facile d'obtenir des reports d'œuvres, des prolongations de prêts. Il n'y a presque pas besoin d'argumenter. Un mail, un coup de fil suffisent. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et moi, pour ma part, je vois la suite de nos missions de manière plus proche avec le public, plus concentré sur nos collections. On n'aura pas les moyens non plus de faire venir des chefs-d'œuvre maintenant du monde entier. Ce sera beaucoup plus compliqué avec les règles sanitaires et avec les règles de transport aérien. Et donc, on est tous en train de réfléchir sur une espèce d'éco-responsabilité, de proximité, de vraie mission d'un musée. C'est pas qu'un centre où on accueille des expositions et on fait de la danse. C'est aussi présenter des œuvres, les expliquer, donner du plaisir aux gens et que ça soit un lieu d'accueil. Donc, je pense que ça va aussi
intéresser les gens. Et voilà, je vais juste on va finir sur une petite note optimiste. On est quand même extrêmement surpris de voir la foule qui arrive déjà à Giverny, alors qu'il n'y a rien à voir pour l'instant. C'est-à-dire que les gens sont très impatients de retrouver le chemin des musées. Et nous, à Giverny, on fera évidemment sur réservation. On va laisser une petite jauge de musée libre pour que les gens ne soient pas frustrés s'ils n'ont pas pris de réservation sur Internet. Mais je pense qu'il y a un vrai appétit culture et que ces musées qui sont nichés dans des coins de nature, c'est toujours très, très agréable pour le public, comme peut être par exemple Chantilly ou Fontainebleau. Voilà. Merci Cyril, merci de ce témoignage, c'était vraiment intéressant à la fois de voir certaines des difficultés et puis de terminer sur cette note d'optimisme. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir qu'on engrange tous ces enseignements et se donner aussi cette joie, cette satisfaction de voir que le public revient. Parce qu'à un moment, on entendait dire, comme le public était dans un emballement pour les réseaux sociaux, pour ce qui se passait sur les sites des musées, on s'est dit, après tout, ils ont peut-être pris l'habitude de regarder, de venir au musée depuis leur canapé, et ça risque de les décourager de venir. Non, je crois que c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce que vous observez. Chacun c'est vous dans cette période-là, et c'est la note d'optimisme. Je vais en fait repasser la parole à Émilie Girard, parce que si Marie-Grâce du Musée national du sport ne peut pas se joindre à nous, en revanche, elle a transmis quelques informations à communiquer de sa part à Émilie Girard. Donc avant de passer la parole à Jérôme Farigoul, qui est le dernier à intervenir dans ce premier temps de la discussion, je vais redonner la main à Émilie. Merci Émilie de parler au nom de Marie qui ne peut pas nous rejoindre. Oui, je vais être du coup très très rapide. Marie, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes. Alors, ce qu'elle voulait vous dire, c'est que le musée national du sport a réouvert depuis hier, que depuis lundi, les équipes sont revenues sur site travailler et que si vous voulez en savoir davantage sur tous les protocoles qui ont été mis en place, tout est disponible sur le site d'ICOM France, donc le protocole de reprise du travail en présentiel, un très joli protocole aussi sur l'accès aux collections et aux réserves pour les personnels qui ont à travailler en réserve, tout est en ligne. Et elle voulait insister sur deux points, deux aspects. D'abord, l'importance de l'aspect psychologique pour le retour sur site des équipes qui a été très important pour elle. Et elle me redisait combien il était nécessaire de prendre en compte les inquiétudes des uns et des autres et de les rassurer, de les accompagner vraiment dans cette reprise du travail. Et une anecdote pour terminer, qui était que si les gens revenaient au musée, ce qui était amusant de voir, c'est que les gens revenaient aussi à la boutique du musée pour acheter des choses qu'ils avaient repérées avant le confinement. Voilà, donc je finis avec cette anecdote qu'elle m'a livrée et qu'elle m'a transmise pour que je puisse vous la raconter. Merci Émilie, c'est très bien de terminer sur cette note inattendue peut-être. Je vais maintenant, avant qu'on lance la discussion entre nous tous, passer la parole à Jérôme Farigoul du service des musées de France. Merci Jérôme d'être parmi nous. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont dû vous aller droit au cœur dans ce que vous avez entendu, notamment parler du rôle des DRAC, peut-être moins droit au cœur, mais de la question des recettes qui a été évoqué, je ne sais plus, je crois que c'est par Marie Dabrou, je ne sais plus exactement par qui. Je crois que vous êtes préparé à nous dire quelques mots, donc on est heureux de vous entendre. Oui, alors la question pour nous, en fait, était de voir comment positionner une administration centrale et accompagner une réouverture qui, dans sa définition au départ, était, quoi qu'il en soit, envisagée sur le plan de décision très locale. Alors, c'est clair qu'il a fallu, avec nos partenaires en DRAC et qui restent les interlocuteurs privilégiés des musées dans les régions, voir comment accompagner cela en proposant non pas des directives ni même des recommandations, mais peut-être vous aider plus largement à vos réflexions dans ce qu'est les modalités de réouverture. En effet, nous avons un certain nombre de grands établissements qui sont représentés aujourd'hui. La question était aussi de pouvoir aider un certain nombre de petits établissements qui se retrouvaient un peu démunis face à comment prévoir la réouverture. D'où cette nécessité, et ce document que nous avons élaboré, qui je pense a dû vous être largement relayé, qui était cette
ce questionnaire d'auto-évaluation ou fiche d'auto-évaluation qui permettait en fait d'être une forme de checklist qui permettait de pointer les points de vigilance à avoir lorsqu'on envisageait une réouverture. Les remontées que nous avons eues nous ont montré que c'était un document qui semblait assez utile, qui a paru assez utile à pas mal de nos interlocuteurs. Et c'était aussi assez intéressant de voir comment dans cette configuration-là, l'articulation du contact avec les musées sur le terrain entre les DRAC et le SMF a plutôt bien fonctionné, avec nous qui proposions des documents d'accompagnement et les DRAC qui les relayaient, et relayaient aussi d'ailleurs par l'ICOM. C'est vrai qu'aussi un des messages qu'on tenait à faire passer dans les différentes annonces gouvernementales et directives gouvernementales portées, il faut bien comprendre que le ministère de la Culture arrive et applique en fait en troisième ligne ce que sont les préconisations et du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, qui sont vraiment eux les porteurs des directives cadres. C'était de voir aussi comment interpréter, accompagner ces notions de petits musées et zones rouges. Et c'est clair que on ne pouvait pas avoir une réponse univoque, et en tout cas une interprétation univoque de ces éléments de langage portés par les décrets. Je crois que l'importance, et elle est affirmée depuis le début, c'est vraiment d'envisager des réponses à l'échelle locale. C'est moins des questions de zones rouges que des conditions sanitaires que les musées sont en passe de mettre en œuvre. Et la notion de petit musée était beaucoup plus l'idée de toucher, d'ouvrir sur une chalandise beaucoup plus locale qu'une chalandise très ouverte et très large pour un public qui, de toute façon, nationalement, aura des difficultés à se déplacer dans nos établissements. Alors aujourd'hui, donc, nous avons diffusé ces documents. L'objet aujourd'hui est un peu de dresser le bilan et de faire un suivi, un tableau de bord de ce que sont un peu l'ouverture des musées. On voit que dans la presse émerge dans de nombreux endroits la liste des musées ouverts. On est vraiment en train, dans ce moment, de remonter ces informations des DRAC pour consolider et des listes de musées, des nombres de musées ouverts qui vont aller grandissant. Les premiers ont ouvert cette semaine, Catherine nous l'a très bien montré avec la fondation Giacometti. Donc de consolider un chiffre, des chiffres globaux pour avoir en fait des éléments d'analyse, et conjointement, une prochaine réunion des conseillers musées qui se tiendra en juin permettra de faire un premier bilan et un premier état des lieux de ce qu'a été cette crise un peu complexe, de l'impact que ça aura sur les pratiques muséales à venir, et puis aussi envisager, faire un premier bilan aussi de ces réouvertures qui vont s'étaler globalement pour certaines jusqu'au mois d'octobre, en tout cas de ce que l'on peut nous faire remonter aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire de la part de SMF, mais je crois qu'il est important de vous passer la parole maintenant à tous. Oui. Merci Jérôme. J'entends une réunion des conseillers musées en juin. Si vous voulez qu'on relaye cette information sur le site d'ICOM, bien évidemment, on le fera également. On va maintenant ouvrir la discussion. Je voulais préalablement vous poser une petite question, puisque beaucoup de gens n'ont pas pu rejoindre notre réunion. Elle est enregistrée et on vous demandera si vous êtes d'accord pour qu'on mette notre réunion sur le site YouTube. On vous l'avait pas demandé au préalable, donc on vous enverra à tous un message pour vous demander votre accord après la réunion, parce que c'est vrai qu'on a créé un peu de frustration parmi nos membres avec cette jauge qu'on croyait suffisante et qui finalement ne l'est pas du tout. Alors on va lancer la discussion. Il y a là encore un petit point technique. Si moi-même je n'arrive pas à voir les questions qui sont posées, c'est peut-être Émilie Girard qui est mieux équipée que moi qui passera la main. Est-ce que certains d'entre vous, alors vous pensez, quand vous posez une question, vous pensez à remettre votre micro et à le couper de nouveau après votre intervention, de façon à ce qu'il n'y ait pas ces effets d'écho qui sont désagréables pour tout le monde. Y a-t-il déjà des mains qui se lèvent ou des prises de parole qui sont demandées? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je ne vois pas de demande de prise de parole, donc
peut-être on va s'organiser un petit peu différemment. Laissez-moi 2 minutes. C'est Émilie qui voit. Je voulais poser une question, je vais pas lever la main. Alors, je lève la main physiquement. D'accord, oui. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je suis désolée. Oui, on voit. Oui, oui. Je suis en Guadeloupe. Bonjour, je suis la conservatrice du musée d'archéologie de Guadeloupe. Alors nous, on est très, très, très en retard sur tout ce qui est plan de reprise parce que notre CHSCT départemental ne s'est toujours pas réuni et donc nous avons interdiction de faire revenir le personnel. C'est vraiment assez compliqué. Je travaille avec eux par visioconférence aussi, malgré tout. Nous restons en lien. L'aspect psychologique dont a parlé la responsable du musée du sport est un point très important. Ici, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire de la psychologie avec les personnels, les rassurer. Alors, ma question très concrète, donc le département a décidé de pulvériser un désinfectant sur tous les sites, y compris les musées. Moi, j'avais une question, je suis très interrogative sur la nature de ces produits et savoir si certains d'entre vous ont accepté que ce soit projeté dans les réserves et si certains ont réfléchi à la compatibilité de ces produits avec nos réserves. Parce que ils veulent le projeter partout, donc moi, je suis assez réticente à ce que ces produits soient projetés dans les réserves à cause de nos collections. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette première intervention? Moi, je veux bien répondre. Éléonore Kissel, je vais remettre la vidéo. Voilà. Éléonore Kissel, je représente la Fédération française des professionnels de la conservation-restauration. Les consignes et directives qui ont été publiées internationalement, il y a notamment des publications canadiennes, mais pas que, témoignent du fait qu'il ne faut absolument pas utiliser de désinfectants sur les collections et avec grande parcimonie dans les zones où seraient conservées des collections, typiquement les réserves que vous évoquiez, madame. Ça n'est pas nécessaire. Les surfaces qui doivent être désinfectées sont les surfaces de travail, les plans de travail, les tables de consultation. Les objets eux-mêmes, s'ils ont été manipulés, peuvent éventuellement être mis en quarantaine pendant un certain nombre d'heures ou de jours, et c'est ce qui suffira pour que le virus soit inactivé. Le temps passant, le virus ne sera plus contaminant. Alors, la question porte sur la durée pendant laquelle on doit laisser ces œuvres en quarantaine. Aujourd'hui, la plupart des publications sont aux alentours de 72 heures. Les toutes premières publications de l'Institut canadien de conservation étaient aux alentours d'une semaine, voire 9 jours, sachant que c'était une hypothèse extrêmement prudente et conservatrice. Mais on est aujourd'hui plutôt aux alentours de 72 heures. Et typiquement, dans les boutiques, les gens qui ont manipulé des vêtements avant de les essayer sont mis en quarantaine 4 heures avant d'être remis en rack. Donc, on voit qu'à l'échelle de 2 ou 3 jours, on est bien en deçà du risque. Voilà. Merci beaucoup, c'est très précis comme information. Est-ce que dans la même veine de questions, certains veulent apporter des précisions sur des questions de conservation ou de restauration? Sinon, j'ai une demande de prise de parole de Cédric Lesec, qui est au musée des Confluences et qui est en train également de réouvrir, d'organiser la réouverture de son musée. Donc, je passe la parole à Cédric Lesec. J'espère que je ne court-circuite pas une autre demande de prise de parole. Bonjour à tous. Merci Juliette de m'avoir passé la parole. Moi, je voulais en effet, comme chacun autour de cette table virtuelle, vous dire que le musée des Confluences préparait son ouverture, qu'on a annoncé hier, sa réouverture le 2 juin prochain. De l'ensemble du musée, de l'ensemble des expositions temporaires et permanentes, à l'exception de l'exposition Mini-Monstre qui sollicitait trop de dispositifs qui étaient compliqués à gérer, et notamment tactiles,
que le document de reprise sur lequel on travaille depuis bientôt 3 semaines et qu'on a assez largement partagé était à ce jour à l'étude en préfecture. Je voulais simplement apporter un témoignage de la manière dont, de manière très pratique et sans monopoliser la parole, la manière dont pratiquement on s'y était pris pour établir ce document. Il se trouve que ce document recoupe un certain nombre de préconisations sanitaires qui nous ont été transmises parallèlement ou a posteriori. Et en fait, depuis 2 à 3 semaines, ça paraît peut-être idiot ce que je vais dire, mais on a procédé au parcours du visiteur. On s'est mis, vous allez me dire, c'est peut-être l'essence de nos métiers, mais là, maintenant, plus que d'habitude encore, on s'est mis dans la peau du visiteur, et ce qui nous a permis de manière très pragmatique, et on a une séance avant l'ouverture du musée pour poser, je dirais à quelques-uns, 5 ou 6 prédisposés, la signalétique qu'on a créée de manière spécifique et qui est en fabrication actuellement, parce qu'il est à craindre qu'elle doive rester, cette signalétique, de procéder à la visite de l'ensemble des espaces, y compris les sanitaires, les expositions, etc. Et finalement, de manière très pratique, ça a été très concluant, parce que si on était un peu dans le brouillard il y a encore quelques semaines, ça nous a réellement permis d'avancer. C'était le petit témoignage que je voulais apporter à notre réunion d'aujourd'hui. Juliette. Merci beaucoup, Cédric. Je vois une demande de prise de parole de Frédéric Verlinden, et ensuite je me ferai le porte-parole de plusieurs questions sur les visites, mais je vous passe la parole, Frédéric. On ne l'entend pas. On repassera la parole. On repassera la parole peut-être tout à l'heure à Frédéric, parce qu'on ne l'a pas entendu, à moins qu'elle ait remis son micro maintenant. Xavier de la Selle, vous voulez poser une question? Je vous ai vu faire signe. Alors, non. Oui, alors Frédéric, je lui repasse. Micro. Bon, elle ne voit pas pour l'instant on lui repassera la parole dès qu'elle aura si quelqu'un la connaît, mettez-lui un SMS peut-être. Il y a beaucoup. Vous voulez reprendre la parole? Non. Est-ce que vous m'entendez là? Beaucoup de questions ont été posées par chat sur la reprise des visites guidées. Sur la reprise des visites guidées, sur les conditions de reprise des visites guidées. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous pourrait répondre à cette question? Je vois Marie Lamandier opiner du bonnet. Est-ce que Marie, je peux vous repasser la question sur cette question des visites guidées? Oui, merci. C'est un sujet évidemment qui nous préoccupe et qui revient très fréquemment dans les réunions avec le personnel et ses représentants, que cette question de la reprise des visites guidées. On a fait le choix au Musée du Louvre-Lens d'interrompre les mises à disposition de guides multimédia, et la question effectivement de la médiation humaine, qui est une de nos marques de fabrique, se pose. On a travaillé pendant le confinement avec des médiateurs sur des dispositifs tout simples de visite à distance pour les patients hospitalisés, par exemple sur Teams,
qui était… D'habitude, on a un petit robot assez sophistiqué, mais là, on a fait les choses sur téléphone portable et sur tablette. Et je dois vous dire que ça a eu un très grand succès. C'est des formats très touchants, mais il n'empêche que ça ne saurait remplacer un accueil et une visite avec des personnes en chair et en os sur le site. Donc, on est en train de travailler sur des dispositifs de protection. Dans un premier temps, ce sera des petites visières. On les imprime maison avec une imprimante 3D dans laquelle on clipse du plastique pour, vous savez, créer les couvertures de dossiers. Donc, si vous voulez, on pourra partager le modèle, mais c'est pas cher, on le fait nous-mêmes. Pour les médiateurs, la Galerie du Temps qui fait 3000 m² qui est toute blanche, du type des casques de scooter un petit peu, voilà, un petit peu gai, un petit peu fun, mais en même temps suffisamment protecteur. Voilà. La question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement la combinaison de ces dispositifs et du masque. On n'a pas encore la réponse. Moi, j'avoue que je préférerais du coup qu'on puisse se passer de masque parce que quand même, on a vraiment besoin de voir des sourires. Je crois que c'est une question qui est importante. Monsieur Cretin, vous avez demandé la parole. Je vais vous la passer dans une minute. Je vais juste apporter un témoignage que j'ai par écrit de Céline Chanas des Musées de Bretagne et qui est aussi présidente de la FEM sur la question de la médiation, qui dit que au Musée de Bretagne et à Rennes en général, on va modifier nos médiations, me dit-elle. Gros renforcement du hors les murs cet été à Rennes. Veulent créer des impromptus sans heure précise. C'est important, dit-elle, de renforcer l'offre, notamment en direction de personnes les plus fragilisées, dont certaines ne vont pas pouvoir partir en vacances cet été. Ça, c'est aussi une vraie problématique. Le tourisme, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Les gens ne pourront pas partir, soit pour des raisons économiques, soit parce que les frontières seront fermées. Il y a également une demande de prise de parole de Charlotte Barra sur la question des autorisations. Donc, je propose que Charlotte Barra, que je ne vois pas à l'écran, mais qui peut-être est en ligne, puisse poser ta question et ensuite, Monsieur Cretin, je vous passerai la parole. Charlotte Barra, vous… Apparemment non. Donc, Monsieur Cretin, je vous passe la parole. Madame Barra, je vous passerai la parole juste après alors. Non, alors allons-y. Charlotte Barra, puisque vous êtes là et Monsieur Cretin. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis responsable du service des publics des musées départementaux de la Haute-Saône. Donc, nous, on est un petit musée avec une toute petite équipe et de nombreuses personnes qui pourront malheureusement pas nous rejoindre dans notre équipe pour cause de maladie. Et des vraies questions se posent sur la réouverture et pas de renfort prévu pour nous aider. Donc, on est bien embêtés. Et on ne sait absolument pas effectivement comment engager cette réouverture en respectant toutes les règles et toutes les mesures, puisque déjà on a du mal à mettre en place une surveillance de nos espaces en temps normal. Donc, si vous avez des idées, elles sont de très bienvenues. Et puis effectivement, cette question des visites guidées, on se la pose aussi. Est-ce que la réponse des visières, pourquoi pas, mais voilà, moi, je me pose tout un tas de questions et je suis quand même très inquiète sur cette réouverture qui devrait quand même pas tarder. Et parce que nos politiques voilà, sont en attente de cette réouverture et j'espère qu'on trouvera les meilleures solutions, même si effectivement on n'accueille pas 200 000 personnes par an comme certains d'entre vous. N'empêche qu'on peut quand même refiler le virus à nos publics, même s'ils ne sont que 5. Donc voilà, moi je souhaitais quand même avoir des idées et puis savoir quelles sont les meilleures mesures à prendre, même quand on est dans une petite équipe. Merci de ce témoignage qui est aussi en forme de question. Je passe la question à Monsieur Cretin et puis ensuite on reviendra peut-être sur votre question si certains d'entre vous peuvent se préparer à répondre à Charlotte Barra pendant que Monsieur Cretin pose sa question. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous.
Vous m'entendez? Frédéric Fretin, donc je suis responsable de la programmation culturelle à la Grande Saline de Salins-les-Bains, site UNESCO. On accueille 70 000 visiteurs par an et le site ne fonctionne quasiment à 99% qu'en visite guidée. Donc nous sommes dans le cadre de notre PRA aussi. Nous devrions réouvrir le 2 juin si tout se passe bien, sachant qu'effectivement, là je rejoins certaines des interventions sur le parcours administratif, sur l'implication effectivement psychologique, et c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça pour l'équipe. Donc nous, on doit reprendre donc, nos visites guidées, et c'est vrai qu'on recherche toutes les informations visières, avec masque, le public, etc. Donc toutes les dispositions en place. Et j'avais donc deux questions. Un, qu'en est-il quand dans votre programmation vous avez donc des spectacles qui pour l'instant n'ont pas eu lieu et qui ont été reportés et annulés et sur lesquels vous devez gérer des spectacles vivants dans l'attente et dans une situation dramatique pour certains d'entre nous. Et deux, nous avons donc, j'ai une exposition qui cette année commencera en octobre, qui est une exposition qui est principalement interactive. Effectivement, en tenant compte des préconisations sanitaires, tout ce qui est tactile, etc. Comment, est-ce qu'on doit maintenir ce genre d'exposition? Est-ce qu'on doit déplacer, reporter? J'ai entendu dans les interventions précédentes que c'était par solidarité, cela se faisait assez facilement. Ça sera pareil pour le côté, quoi. Merci Frédéric, c'était très, très intéressant. J'ai deux questions, j'ai une demande d'intervention sur la question de la gratuité d'Isabelle Godefroy, une question qui a été posée également par un autre participant sur cette même question de la gratuité. Et après Isabelle Godefroy, on passera la parole à Laurence Chénaud-Dupin qui a demandé à intervenir sur la question du tourisme. Donc je pose la question à Isabelle Godefroy et on n'oublie pas la question. Allô? Allô? On vous entend, Isabelle. Ah voilà, pardon, désolée, mais comme je suis par téléphone. Oui, non, ma question, je l'ai posée sur le chat. C'était simplement, j'aurais voulu connaître les différentes mesures prises par d'autres musées sur la question de la gratuité, puisque je sais que plusieurs de mes collègues se sont posé la question d'une gratuité la première semaine, le premier week-end, le premier trimestre, pour une certaine catégorie de personnes, et j'aurais voulu avoir un petit peu un retour plus collectif sur ce qui peut se faire, ce que vous envisagez. Merci. Merci de cette question, c'est vraiment une question pertinente et très importante. J'avais une autre question sur la gratuité par catégorie et par tranche. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question-là? Charlotte Barra dit oui, nous pouvons peut-être l'envisager avec les amis des musées. Je n'y avais pas pensé. C'est une bonne remarque. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de répondre à cette question de la gratuité? Je peux juste dire un mot qui est pas une réponse générale, mais qui est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est nous. C'est de se dire qu'effectivement, pour marquer la réouverture et aussi comme une sorte de geste de bienvenue un peu symbolique, au MUCEM, on réfléchit, mais on ne pourra pas maintenir à long terme une gratuité parce que, comme on l'a déjà évoqué, la question des ressources est importante. On ne peut pas d'un côté demander à nos tutelles de nous soutenir et de l'autre se passer d'une source de revenus aussi. Donc c'est vrai que c'est une sorte de balance à trouver, je pense, chacun dans son cas, de manière à pouvoir à la fois avoir ce geste de bienvenue et d'accueil sympathique des nouveaux visiteurs et de prise de conscience des impératifs budgétaires et financiers qui sont ceux dans lesquels on se trouve chacun de notre côté. Ok, d'autres musées? Moi, je souhaiterais… Je crois, Lyon vient d'afficher un chat, oui.
Je suis Oui, allez-y. Catherine Bruand et je m'occupe de la maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnaud-en-Yvelines, qui est un petit musée. On accueille 20 000 visiteurs par an. Je voulais intervenir par rapport aux questions de Charlotte Barra. Je pense que le mieux, c'est de se rapprocher des DRAC, parce que c'est vrai que le système d'auto-évaluation dont Monsieur Farigoul a parlé tout à l'heure et toute l'aide pour la réouverture est quand même très bien fait et donne des clés assez faciles à mettre en place sur le nombre de visiteurs par mètre carré, sur les systèmes d'accueil, de bandes au sol, etc. Donc je pense que c'est un premier point. Après, nous, notre très grosse difficulté, vous en avez un petit peu parlé, c'est le problème financier, puisque nous, c'est vrai que ça nous coûte plus cher d'ouvrir que de rester fermé, mais combien de temps on va pouvoir tenir, parce que nous, on n'est pas financé, on s'autofinance à 60%, donc on a peur de devoir fermer si on réouvre trop tôt, quoi, en fait, hein. Donc c'est un peu notre problématique à nous. Et ça rejoint le problème de la gratuité. Nous, on n'est pas en mesure de proposer de la gratuité si c'est voilà, ça peut poser vraiment énormément de problèmes pour la pérennité du lieu, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais Merci, intervenir sur oui. cette question de la gratuité, si je le peux. La gratuité est une question extrêmement importante. On a beaucoup entendu dire, après, il ne faut plus que ce soit comme avant. Très bien. Avant, on avait un problème qui était un problème de démocratisation de la culture, un problème de composition des publics. Après, on peut l'avoir encore plus. Nous allons faire des visites en petits groupes, nous allons faire des visites en petits groupes qui auront à s'inscrire. Et très probablement, ce sont ceux qui sont les habitués des musées qui vont se réinscrire en premier et qui vont en bénéficier en premier. C'est pourquoi nous avons mis une mesure de gratuité très large pour des publics qui viennent peu dans les musées, pour penser que justement la culture, si on la pense comme un service public, elle doit être dirigée vers tout. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que tout le monde pense que gratuité, ça fait venir des gens. Moi, je le pense aussi, et je pense que c'est un élément important. Quand on ouvre la gratuité pour les jeunes, on a plus de jeunes. Et j'aimerais bien d'ailleurs que les uns et les autres qui mettront des mesures de gratuité fassent revenir les résultats de ces mesures de gratuité. Est-ce qu'il y aura plus de monde ou pas? Donc je crois que la gratuité, c'est une chose dont il faut commencer à parler, effectivement, pas forcément pour toutes les catégories de visiteurs, mais vous voyez, faire venir gratuitement les amis des musées, ben, c'est déjà pas ceux qui sont les plus éloignés des musées, et c'est plutôt ceux qui sont les plus éloignés des musées qu'il faut faire venir. Donc, il y a une question là posée, je la trouve extrêmement intéressante et je pense qu'il faut dépasser la question qui est de dire on n'en a pas les moyens. Si on avait des demandes à faire, est-ce que ce ne serait pas une demande qui est une demande fondamentale? Est-ce que ça aurait une efficacité? Il faut mesurer cette efficacité. Je pense qu'on ne peut plus poser la question de la démocratisation culturelle sans poser la question de l'élargissement du régime de gratuité. Merci de cette remarque. Vous voyez que sur le chat, plusieurs personnes disent merci ou vont dans le même sens que vous. Là encore, quand on dit l'après ne sera pas l'avant, ça veut dire qu'un certain nombre de questions probablement devront être posées. Merci en tout cas de tous ces témoignages. Plusieurs personnes se disent ne pas pouvoir charger le questionnaire d'auto-évaluation. On réglera ce problème hors antenne, si j'ose dire, de façon à ce que vous puissiez le trouver. Si nécessaire, Jérôme Farigoul et moi, on se rapprochera pour qu'on puisse le remettre sur le site d'ICOM pour que tout le monde puisse le charger. Je réponds donc pas en particulier à ces questions. Je vais passer la parole à Laurence Chéneau-Dupin qui l'a demandé depuis bien longtemps. Et ensuite, il y a une question, je ne sais plus de qui, mais il y a plusieurs questions sur les flux de visiteurs. Donc, j'aimerais qu'on ait encore le temps de les aborder dans les 5-10 minutes qui nous restent. Laurence, la parole est à vous. Oui, bonjour, Laurence Chéneau-Dupin. Donc, moi, j'ai été en poste jusqu'à ces derniers mois à la Cité du Vin à Bordeaux, qui est un établissement qui recevait beaucoup de public. J'ai une remarque et une question, une piste de réflexion. D'abord, il me semble quand même que les musées, que l'activité de visite du musée se prête plus à la reprise, me paraît plus
corona-compatible que d'autres activités du secteur culturel, notamment évidemment le spectacle vivant, les théâtres, les festivals, parce qu'il y a quand même un comportement des visiteurs qui suppose en général moins de dimensions tactiles, qu'on peut aussi maîtriser les jauges, qu'il y a quand même une distanciation possible. Donc je pense qu'avec tout ce dont on vient de parler, c'est plutôt une vision optimiste de ce qu'on peut offrir en tant que service public comme apport culturel en cette période. Et puis la deuxième remarque, c'est plutôt en rapport, enfin une question, c'est plutôt en rapport avec le tourisme et la notion de grands et de petits musées. Si les grands musées sont ceux qui fonctionnent avec beaucoup de touristes et notamment de touristes étrangers, est-ce qu'il n'y a pas une extraordinaire opportunité de reconnecter la rencontre avec le public de proximité, les habitants? Imaginons le réservé au public parisien, est-ce que ce ne serait pas extraordinaire, ou le musée du Quai Branly ou d'autres grands musées en région? Donc voilà, là encore, en travaillant sur les jauges, est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'il n'y a pas une vraie opportunité? Et puis tous ces habitants qui souvent se déplacent moins dans les musées de proximité pourraient peut-être devenir des ambassadeurs. Voilà. Oui, merci. Cette question sur les musées de proximité, les petits, les grands, etc., est une question qui vous a beaucoup mobilisé quand est sortie cette notion de petit musée. Je ne sais pas si, Jérôme, vous avez envie d'essayer d'apporter une information sur cette question. Je crois qu'ensuite, après cette formulation, chacun a un peu interprété qu'il y avait des musées qui drainaient plutôt des publics de proximité et que c'était les musées qui drainaient plutôt des publics de proximité qui, dans cette première période de déconfinement, allaient pouvoir le plus facilement retrouver peut-être ouvrir et retrouver plus le contact avec leur public. Mais c'est vrai que la question que vous posez va bien au-delà. Elle pose celle du tourisme qui quelquefois afflue et quelquefois même excessive. Jérôme, vous êtes prêt à répondre éventuellement? Oui, la question en effet était complexe à dénouer après l'annonce du Premier ministre sur la notion de petit musée. C'est clair il ne fallait pas l'interpréter comme une mesure bloquante, fermant la porte aux grands établissements. Et c'est vrai que les clés d'interprétation entre petits, renvoyant à la question d'exiguïté, rendaient finalement assez complexe la question de rouvrir un petit musée, alors que certains grands musées avec des formats de grandes salles a été plus en capacité de mettre en place des jauges. Je pense qu'en effet, c'était vraiment la question se pose, est vraiment celle de voir la capacité que l'on a à réactiver nos publics locaux et ouvrir plutôt pour ces publics-là de manière privilégiée, puisque de toute façon, je crois que le cadre général implique que les publics touristiques extra-départementaux, de toute façon, dans l'immédiat, ne sont pas amenés à se déplacer dans nos établissements. On verra quelles nouvelles mesures nous seront proposées à partir du 2 juin, mais dans le cas actuel, c'est vraiment celle-là. L'exemple de la Fondation Giacometti est tout à fait intéressant, puisqu'on est face à un musée qui se situe aujourd'hui encore en zone rouge, mais qui a eu l'accord de la préfecture pour ouvrir. Je crois que vraiment, il ne faut pas y voir une notion de petit ou de zone rouge, comme je disais tout à l'heure, mais beaucoup plus des mesures qu'on est en capacité de mettre en place. Les préfectures sont là pour les valider, et de la chalandise des publics que l'on souhaite toucher, véritablement. Si vous m'entendez là. Merci Jérôme. C'était important d'apporter cette précision parce que plusieurs interventions, pas aujourd'hui, mais depuis une semaine ou deux, portent sur cette question de ce que c'est que cette question de la taille des musées. D'ailleurs, c'est un peu la publication que m'a envoyée Sylvain Amic, qui a publié, je sais plus dans quoi. D'ailleurs, Sylvain Amic, le directeur des musées métropolitains, qui pose dans un article cette question, on le mettra en ligne si vous voulez sur le site internet, et qui se manifestait sa gêne de cette qualification des musées selon leur taille. Solène Delanoue nous demande à avoir la parole depuis quelques
temps. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, Solène? Dans ce cas-là, je vous passe la parole. Peut-être peut-être pas. Je ne vois pas prendre la parole en tout cas. Alors Frédéric Verlaine dit il est important de saluer le portage par les. Alors j'ai pas. Frédéric Verlaine, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vois que vous êtes en train de mettre Verlaine, vous êtes en train de mettre des chats, mais n'oubliez pas votre micro cette fois. Bon, je suis désolée, à moins que ce soit mon micro qui ne fonctionne pas, mais Frédéric Verlanen, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous entendiez, mais moi, je ne vous entends pas. Je suis vraiment désolée, mais continuez de communiquer par chat. Il nous reste 5 minutes de dernières questions. Alors, je lis sur les chats et les messages que je reçois que pas mal d'entre vous voudraient qu'on insiste un petit peu sur les questions de financement. Après les questions sur la gratuité, plusieurs voulaient qu'on parle de financement. Alors je me demande si c'est la réunion d'aujourd'hui, la question du financement, peut-être que puisque vous avez été nombreux à avoir envie de participer finalement à ce chat et que c'est pas si compliqué à organiser, peut-être qu'on pourra dans les semaines à venir avoir une question un peu spécifique sur à la fois la gratuité et à la fois les soucis financiers. Certains d'entre vous peut-être ont déjà avancé, notamment en établissant leur plan de reprise d'activité pour faire un peu le bilan de la situation financière de leur musée. Mais je vous propose qu'on en parle ce soir, cet après-midi, parce que je crois qu'on n'est pas préparé à y parler, donc on fera une réunion spécifique si vous le voulez là-dessus. Certaines questions nous sont arrivées aussi, beaucoup de questions sur la médiation, donc n'hésitez pas à prendre la parole, mais certaines questions sont aussi arrivées sur la problématique de la programmation après la crise. Et bien évidemment, c'est une question que tout le monde a en tête. Est-ce que vous reprenez les programmations là où elles ont été interrompues à la fermeture des musées au mois de mars, ou est-ce qu'au contraire, la plupart d'entre vous sont en train de préparer des programmations nouvelles, plus adaptées peut-être à une situation où on reprendra peut-être pas plein taux d'activité tout de suite? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, je passe la parole à... On vous écoute. Allez-y. Oui, bonjour. Ah. On est deux. Oui, bah alors, je ne vois pas qui parle. C'est Xavier de la Selle qui parle? Alors, on passe par là, Xavier de la Selle, et ensuite à Monsieur Rouget. Xavier, à vous. Oui, bonjour. En fait, je crois que la réunion touche à sa fin, donc je voudrais être assez rapide. Moi, je voulais juste aussi, tout le monde m'entend, je vois que vous tendez l'oreille, juste à propos de toutes les questions qui ont été abordées sur le rôle social du musée, sur son implication dans les enjeux contemporains. C'est des questions aussi qui sont révélées par la crise, qui sont exacerbées aussi par la crise et du coup qui sont pour lesquelles la Fédération des musées de société, des écomusées, des musées de société, la FEMS a cherché aussi à mobiliser au niveau de ses adhérents et avec l'idée, avec la collaboration avec d'autres réseaux de musées comme ceux de Normandie et de Bretagne, d'organiser également une réunion de ce genre, un webinaire qui est prévu le 19 mai prochain. Donc ça, c'est aussi, puisque ceci n'est tout à sa fin, on peut imaginer que nous sommes nombreux à vouloir continuer à nous retrouver et à poursuivre les conversations. Donc c'est aussi une invitation aux participants de la réunion cet après-midi, s'ils le souhaitent, à s'inscrire. Alors là, pour le 19 mai, il faut s'inscrire en ligne dans cette réunion qui s'était intitulée Musée au Covid, avant la fin de cette journée. Donc je vous invite, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent, et il est probable que ça va croiser une partie des questions qui ont été posées cet après-midi, puisque le sujet évolue en permanence. Moi, pour ma part, je ne vais pas
pas le temps de témoigner de ce que nous faisons à Lyon au musée Gaden. Je voudrais juste attirer l'attention sur les évolutions muséographiques de ces dernières années qui nous conduisent à introduire plus de dispositifs tactiles, de dispositifs de manipulation. Là où auparavant on était plutôt dans certains musées de la contemplation d'œuvres et dans les musées d'histoire ou des musées de société. Et ce modèle est en fait assez largement remis en cause par la difficulté à proposer des conditions sécurisées lorsqu'il s'agit de toucher, d'écouter, de prendre des classes, etc. Donc là, il y a vraiment une réflexion dont les scénographes, d'ailleurs, ont commencé à s'emparer pour remettre en cause finalement ce qui avant était devenu une ligne de force après ne pas toucher, il fallait toucher, et maintenant on a l'impression qu'on revient en arrière. Donc, comment on s'organise? Et une des pistes que nous explorons, c'est peut-être remplacer au moins provisoirement tout ce qui pouvait être écouté avec des dispositifs audio par de la médiation humaine dans le cadre de visites organisées, et là ça rejoint les problématiques de médiation et de situations de médiation orale dans le récit des rectanisaires actuels. Et voilà, encore. Merci Xavier, c'était un témoignage intéressant et précieux. On vous suit d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux et on vous relaie. Et vous êtes très, très pédagogique sur les réseaux. Monsieur Rouget, la parole est à vous cette fois pour le coup. Oui, juste, bonjour à tous. Juste sur la programmation culturelle, donc vous dire qu'au Musée au Parc Alésia en Bourgogne, on a en effet bouleversé, refait toute la programmation de l'été. Notamment, on a supprimé un gros week-end de reconstitution antique qui n'était absolument pas tenable et avec les conditions sanitaires actuelles. Faut dire, pour répondre à Monsieur Cretin sur la question des troupes, nous, on a pris l'option de, si on peut reporter le spectacle, de verser une avance pour leur permettre d'avoir une trésorerie immédiatement parce que c'est leur souci premier, j'ai envie de dire. En revanche, nos contrats stipulent que comme on annule à cause d'une raison de force majeure, si on ne reporte pas le spectacle, on ne verse rien. Voilà, c'est le parti pris qu'on a eu pour avoir une conduite tout à fait clair. Et notre grosse difficulté, pour rejoindre ce que disait Xavier de Lasselle, c'est en effet beaucoup d'ateliers d'artisanat antique où les gens manipulent, font de la vannerie, de la mosaïque, de la poterie. Donc, tout ça, on supprime pour cet été et certainement pour les mois à venir. On réfléchit pour nos ateliers, pour enfants aussi, pour la rentrée. Et donc, du coup, on sera plutôt sur de la démonstration de la part des artisans qui y interviennent. Voilà. Merci et bon courage à tous. Merci, c'était aussi un témoignage très intéressant. Il est 15h32, donc le temps que nous avions décidé de consacrer à cette première, pour ICOM France, en tout cas première vidéoconférence s'arrête. Je laisse la parole à une dernière intervention ou à une dernière question, s'il y en a une qui est rentrée et qu'il serait dommage de ne pas entendre maintenant. Est-ce que quelqu'un veut prendre une dernière fois la parole? Sinon, je dirais 2 mots de conclusion. Monsieur Cretin, allez-y, Monsieur Cretin. Allez-y. Voilà, juste une question, parce qu'on parle effectivement des collections, des spectacles, de la tarification, mais dans le cadre justement quand même de la crise sanitaire, quels ont été éventuellement, je ne sais pas, dans toutes les structures qui nous accompagnent aujourd'hui, si vous rencontrez un cas, ben voilà, comme si on est dans la situation d'un cas de l'équipe qui est entre guillemets qui a la situation d'un cas, enfin, on prendrait par ça. Quand on n'est pas dans la situation, on se dit, ben, moi, ça n'arrivera qu'aux autres. Mais est-ce qu'il y a déjà dans vos structures, soit dans ceux qui étaient en télétravail, parce qu'on parle beaucoup de l'impact psychologique de celui-ci, mais aussi des personnes qui ont été confrontées peut-être à des cas. Et si ça nous arrive sur place, je dis ça parce que dans mon site, nous ne fonctionnons qu'en visite guidée. Nous serons constamment en public et avec petit public pendant des semaines, sans savoir ce qui va évoluer. Merci. Il y a encore une personne qui avait demandé la parole à qui je ne l'ai pas passée, c'est Solène de Lannou, mais je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Solène.
Merci aussi à tous ceux qui ont écouté, parce que je pense que chacun d'entre vous a manifesté son intérêt, une participation par chat également extrêmement intéressante. Alors, je redonne un point de méthode, c'est que nous avons enregistré cette session et nous vous questionnerons pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on la mette sur le site internet. Je pense que c'est intéressant parce que beaucoup de gens n'ont pas pu nous rejoindre. On avait une jauge limitée à 100 personnes. On essaiera la prochaine fois de passer sur une plateforme qui ne limite pas la jauge comme cette fois. Il y a des plateformes qui le permettent. Elles ne sont pas gratuites, mais je pense que c'est mieux qu'on puisse être aussi nombreux que possible. Pour nous, c'était vraiment extrêmement intéressant cette discussion. On a entendu beaucoup de questions, en particulier donc la question du musée d'après, ça sera peut-être notre prochaine séance d'ici une dizaine de jours, comme je disais. La question des ressources financières et des coûts, vous en avez parlé, on en parlera aussi, on essaiera aussi d'en parler assez vite. Et puis la question de la programmation est revenue à plusieurs reprises. On n'a pas vraiment apporté de réponse. Merci en tout cas à tous. Je vous rappelle que nous, on a notre assemblée générale à Strasbourg le 25 septembre et qu'on parlera de reconstruction. On l'a intitulé reconstruction. Vous trouverez plein d'informations sur le site. Je voulais pas clôturer cette réunion sans remercier tous les participants, tous les orateurs en particulier. Merci à ceux d'entre vous qui ont accepté de préparer un témoignage. Je remercie aussi Anne-Claude Maurice, que vous n'avez pas du tout vue parce qu'elle est dans une connexion avec nous, mais plutôt lointaine, et Maëva Regnault, qui travaille avec nous en ce moment et qui a extrêmement efficacement contribué à me relayer vos questions quand je ne les voyais pas à l'écran. Bonne journée à tous, bon courage, parce que cette période est une période difficile pour tout le monde, et je crois que la mobilisation et l'énergie des professionnels de musée s'est pas démentie pendant ces 2 derniers mois et continue de se manifester. Bravo à tous, et on continue d'essayer de mettre sur le site d'ICOM et de tout ce qu'on peut de vos informations et de vous rendre autant service qu'on le peut. À très bientôt à tous. Merci de votre participation. Au revoir. Merci beaucoup.